On est aujourd'hui dans un podcast pour la campagne Bâtir l'espoir. Oui. Premièrement, on va commencer. J'aimerais que vous vous présentiez. Oui, je m'appelle Annie Berlinguette. Moi, je travaille à la Fondation. Ça a fait 4 ans en octobre, mais ça fait au-dessus de 15 ans que je connais cette fondation-là puis qui m'est chère à mon cœur. Et je suis directrice du développement. Donc, ce que ça fait, ça, une directrice du développement, ça va chercher des dons pour répondre aux demandes des jeunes. Isabelle Gagnon, je suis la coordonnatrice en réadaptation jeunesse pour le campus de Saint-Hyacinthe. En fait, je suis la responsable de 5 unités de réadaptation qui sont situées au campus de Saint-Hyacinthe. Et on a également 3 foyers de groupe qui sont répartis là, dans la ville de Saint-Hyacinthe et qui hébergent aussi des jeunes qui ont des besoins de réadaptation. Hey, c'est simple et bien décrit. On est préparé. Donc, on va commencer premièrement la campagne Bâtir pour l'espoir. Annie, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu c'est quoi? Oui, donc on va vous en parler un petit peu plus en détail tantôt, mais Bâtir l'espoir, en fait, c'est parti d'une idée de créer des salles d'apaisement. Donc, c'était une demande qu'on avait eue du campus de Saint-Hyacinthe qui permet aux jeunes de s'apaiser, de dépenser de l'énergie. Donc, on a mobilisé des entreprises pour pouvoir réaliser ce rêve-là des jeunes. D'où est venue l'idée de créer des salles d'apaisement au campus de Saint-Hyacinthe, Isabelle? Mais avant de vous parler des salles d'apaisement, je pense que c'est important de vous parler des jeunes qui sont hébergés chez nous et vous allez voir vers quoi ça nous mène là, pour mieux expliquer ensuite les salles d'apaisement. En fait, dans chacune de nos unités de réadaptation, on héberge des jeunes, en fait, c'est par groupe d'âge, mais on héberge quand même des jeunes dans une tranche d'âge de 6 à 17 ans, donc aussi jeunes que 6 ans, jusqu'à adolescents, là, presque adultes au niveau de 17 ans. C'est des jeunes qui ont un parcours de vie marqué par plusieurs traumatismes. Là, en fait, c'est vraiment le terme qu'on utilise. Vous allez voir, je vais l'utiliser souvent là, dans la discussion. Donc, vous allez voir que c'est ça. C'est un terme qu'on utilise beaucoup parce qu'il est marqué vraiment, c'est ce qui marque le plus notre clientèle. C'est des enfants qui ont un parcours de vie dès leur plus jeune âge, là, marqué par la violence physique, la violence psychologique, les abus sexuels, que ce soit de la négligence aussi, en termes des besoins de base là, qui n'ont pas été répondus. Puis ça, c'est pour différentes raisons, que ce soit là, au niveau des problèmes de santé mentale au niveau des parents, de la consommation aussi abusive au niveau des parents. Donc, ce sont des jeunes pour qui leur développement est fortement affecté. Donc, ils vont avoir des retards de développement. Ils vont avoir des difficultés importantes d'autocontrôle, d'autorégulation au niveau des émotions. Donc, c'est des jeunes qui n'ont pas appris à vivre des délais, qui n'ont pas appris à vivre des frustrations ou à gérer correctement leur colère face à un refus, face à toutes sortes de raisons qui puissent, pour un adulte construit, ça peut paraître très normal de réagir d'une certaine façon, mais ces enfants-là ont beaucoup de difficultés à s'autogérer. Des troubles de l'attachement aussi sévères qui sont développés. Donc, c'est des enfants qui n'ont jamais appris à faire confiance, qui n'ont qui n'ont jamais pu apprendre à faire confiance à l'adulte parce que le premier donneur de soins a été négligent. C'est difficile pour eux de faire confiance aux adultes. C'est des jeunes aussi qui développent, dans le fond, des troubles de la conduite. Mais le trouble de la conduite devient le symptôme de quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grave. Et c'est ça, en fait, que nous, notre travail auprès de ces enfants-là, c'est de voir ce qu'il y a au-delà du comportement, justement, pour comprendre le sens de tout ça et pouvoir bien les accompagner. En fait, les jeunes qui sont hébergés chez nous, en fait, moi, je nous comparerais aux soins intensifs de la protection de la jeunesse. Je pense que on se retrouve dans un continuum de services. Donc, quand un enfant arrive chez nous, il est suivi par la direction de la protection de la jeunesse. Il y a beaucoup de services qui ont été tentés auprès de la famille, auprès des adolescents, auprès des jeunes. Mais quand ces services-là ne suffisent plus pour assurer la sécurité des enfants, c'est à ce moment-là que les besoins de réadaptation là, deviennent
présents et qu'on arrive là, dans leur vie. Là, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont qui a été tenté de fait avant que ces jeunes-là nous arrivent en réadaptation parce que faut bien comprendre que retirer un enfant de son milieu familial pour le confier à des étrangers ou en unité de réadaptation, c'est un autre traumatisme qu'on ajoute dans la vie des enfants. Fait qu'il faut faire très, très attention. Fait que je vous dis qu'on essaie beaucoup de choses avant d'en arriver là. Mais malheureusement, pour plusieurs d'entre eux, là, c'est la seule solution qui s'impose. Là. Voilà. Donc, d'où est venue l'idée des salles d'apaisement? Je vais répondre à votre question. Non, mais c'est parfait, c'est super intéressant. Là. En fait, on travaille avec une approche qui a été développée par Dr. Delphine Collin-Vézina. Donc, c'est une chercheure qui nous a mis au défi là, plusieurs années, je vous dirais avant la pandémie. Ma directrice adjointe, Nadine Galland, avait entendu une entrevue de Delphine qui disait en tout respect, bien entendu, qu'au centre jeunesse, on travaillait mal avec les enfants. OK. Hein? C'est comme ça que ça a été dit, mais comme je vous le dis, là, nous, on paraphrase, là, mais c'est ce qu'on a compris dans son discours. Et de dire, en fait, c'était de dire que les milieux d'hébergement n'étaient pas adaptés pour, justement, travailler, accueillir et travailler les traumatismes de ces enfants-là. Et ça pour différentes raisons. En fait, je vous ai nommé plusieurs comportements là, qui se manifestent chez les enfants, des crises d'automutilation, tentatives de suicide, des troubles anxieux généralisés. Mais imaginez-vous que vous vivez en groupe de 10, 12, 13, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Dans des environnements assez restreints. Avec une routine. Avec une routine très, parce que nous, dans le fond, on veut amener une espèce d'équilibre, essayer de rétablir un équilibre dans la routine de vie et tout ça avec ces enfants-là. Donc, imaginez-vous d'être toujours en groupe comme ça. En tout cas, moi, comme adulte, là, je m'imagine pas vivre en grand groupe comme ça, 24 heures sur 24, prendre ma douche avec plusieurs jeunes, aller aux toilettes, puis j'ai plusieurs jeunes qui... Tout ça, là, est extrêmement difficile aussi à s'imaginer. Vous vous mettez beaucoup à leur place aussi là-dedans. Absolument, absolument. Donc, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer, puis le terme qui est souvent utilisé, en fait, au niveau de l'approche centrée sur les traumas, c'est de faire de ces milieux de vie-là des sanctuaires de vie, des sanctuaires de paix. Essayer la clé de l'intervention avec ces jeunes-là, c'est vraiment d'arriver à les apaiser. C'est des jeunes qu'on retire de leur milieu familial, on crée un autre traumatisme et ensuite de ça, c'est de travailler avec eux pour essayer qu'ils reprennent confiance en l'adulte, essayer de développer une petite parcelle de relation avec lui, si c'est ça, pour que le lien de confiance se construise et tout ça. Donc, cette approche-là nous a permis de réfléchir et de mettre en place des interventions pour intervenir autrement, justement. Donc, tout va passer... par l'individualisation, dans le fond, des interventions. Et ça va commencer par travailler avec l'enfant sur nous, comme adultes, comme intervenants, comme éducateurs, d'apprendre à décoder des signes précurseurs de la crise. Donc, les enfants ont tous des signes précurseurs. Et plus on les connaît, plus on apprend à les décoder, plus on est capable d'agir en amont et plus on évite les crises et les escalades. Donc, au départ, c'est l'adulte qui se met en mode observation pour voir qu'est-ce qui fait qu'un jeune, avant d'en arriver là, donc, par exemple, un jeune qui n'est pas bien, ça crie beaucoup dans l'unité, puis le petit voisin, il fait sa crise, ça vient raviver des traumas qu'il a déjà entendus, etc., etc. Là, on le voit qui commence. Fait que ça peut être des signes physiques. Des signes physiques, il vient tout rouge, il serre les poings. Là, il y a un adulte qui voit ça. Il va être capable d'intervenir en amont, de dire « Viens avec moi. Viens avec moi, on va juste se retirer du bruit, on va se retirer de la crise. As-tu besoin de quelque chose qui t'aiderait à t'apaiser? » Pour l'instant, au campus de Saint-Hyacinthe, au foyer Le Voilier, ce qu'on a à offrir, c'est une salle qui n'est pas aménagée du tout pour ça, qui n'est pas... Qui pas accueillante. C'est pas très accueillante, exactement. Et autrement, on a un gymnase, on a la cour extérieure pour permettre à l'enfant de se retirer un petit peu. Mais par ces salles d'apaisement-là, on va offrir des moyens additionnels, puis on va offrir un espace pour que ces enfants-là puissent justement prendre cette pause-là, se recentrer. Et plus on utilise cette méthode-là, cette technique-là, plus l'enfant apprend lui-même
à prendre connaissance de ces signes précurseurs et là, de nommer lui-même qui a besoin de cette pause-là, qui a besoin de ce moyen-là pour s'autoréguler puis éviter justement de faire la crise. Donc, vraiment créer un espace justement de sécurité là-dedans, d'analyser le non-verbal, puis à partir de là, savoir quand l'intégrer là-dedans pour que... Absolument. Oui. Puis les salles, ils ont différentes aussi de vocations. Oui. On a vraiment des salles qui sont pour l'apaisement, mais on a aussi, on veut en créer une pour les décharges motrices. Donc, le jeune qu'on voit qu'il faut qu'il aille, c'est pas nécessairement s'apaiser, mais au contraire, s'il faut qu'il aille boxer dans un bob, qu'on appelle là, les grosses machines pour boxer, bien, il va avoir une salle pour ça. Puis c'est peut-être la façon que ce jeune-là va avoir de se calmer en bout de ligne. Absolument, absolument. C'est vraiment très intéressant parce que je pense que c'est des choses que même nous, en tant qu'humains, on aurait tout le temps besoin. Ça permet de créer, j'ai l'impression, beaucoup d'introspection. On va se payer un abonnement au gym, on va faire du yoga, on va faire de la méditation. Ça aussi, on peut l'intégrer avec nos jeunes, utiliser ces salles-là ou d'autres espaces pour le faire. Mais c'est vraiment, la vocation, c'est vraiment de pouvoir permettre aux jeunes de sortir de la vie de groupe momentanément pour aller se recentrer puis répondre aux besoins du moment auquel il a. Là. C'est vraiment très bien vulgarisé. Puis en tant que tel, si exemple, on revient un petit peu vers la campagne, là, personnellement, j'aimerais savoir, peut-être on peut y aller à tour de rôle, qu'est-ce que ça représente pour vous? Oh mon Dieu, la campagne, bien, je sais pas si j'avance les questions, mais de comment qu'a parti cette campagne-là, en fait, c'est qu'on a déjà eu des salles d'apaisement. Moi, dès mon entrée à la Fondation en 2021, j'avais été amenée à aller visiter le campus de Valleyfield, puis ils venaient de créer leurs 4 salles d'apaisement qui avaient chacune une vocation. Là. Il y avait Zénitude, qui ressemble un petit peu au studio ici, noir, c'est vraiment zen. Il y en avait une avec des lumières, avec des spots de lumière sur le mur. Il y avait la décharge motrice. Donc, moi, ça, versus une salle de retrait qui est un petit peu plus froide. J'avais trouvé ça super inspirant. Puis, le campus moi, vu que je travaille à la Fondation au niveau du développement philanthropique, souvent, quand il y a des demandes un petit peu spéciales qui sont amenées à la Fondation, ils vont me demander, Annie, y a-tu des potentiels partenaires qui voudraient contribuer à un projet spécial dans telle ville, dans tel campus, dans tel secteur? Donc là, on avait reçu une demande du campus de Saint-Hyacinthe pour la création. À la base, c'était pour le voilier, donc avec un intervenant social. Donc, on avait fait des démarches avec des fondations familiales privées, mais la vie fait bien les choses. On a eu sur la route un partenaire qui a tout parti ça à la base, puis je tiens à le nommer, dans le fond, c'est Steve Deslauriers du Saint-Hubert Saint-Hyacinthe. Donc, moi, on m'avait mis en contact avec lui par une de ses collègues de Longueuil, puis elle m'avait dit c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la communauté, il aime les jeunes également. Donc, on avait fait une rencontre, puis de là, la campagne, elle a parti. Mais tu sais, dans ma tête, moi, je lui faisais juste une petite demande de subvention, puis ça se terminait là. Ça arrivait qu'il a voulu s'impliquer. Exactement. Puis Steve nous a mis en contact avec Caroline, qu'on connaît aussi très bien, de Buzz Communication. Ouais. Puis, donc là, à partir de là, on s'est dit, au lieu de juste faire une demande à un partenaire pour essayer de réaliser le projet au complet, mais là, le projet, il est parti de une salle. Là, on est rendu à 4 salles parce que ça touche un foyer de groupe et aussi 3 salles dans le campus. Mais là, avec Caroline, on a mis sur pied un 5-à-7 pour parler à la communauté d'affaires de Saint-Hyacinthe, de la région, de ce beau projet-là, pour voir qui voudrait lever la main. Donc, on a eu une belle réponse positive de la communauté. J'ai l'impression qu'il y a une belle mobilisation de la part de la communauté d'affaires de la ville de Saint-Hyacinthe. Il y a comme un effet domino qui se crée aussi par rapport à ça. Donc, exactement. Puis c'est important pour la Fondation parce que, comme je disais à votre collègue, nous, vu que nos bureaux sont situés à Longueuil, souvent, ce qu'on se fait dire, c'est que, on va contribuer à des fondations locales. Mais nous, la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, on contribue de Sorel à Valleyfield. On a même des projets qui vont en delà de la Montérégie. Donc, on trouvait ça important de peut-être commencer une campagne pour montrer que, même si nos bureaux sont à Longueuil, nous, on a un campus qui héberge plusieurs jeunes. Ici, à Saint-Hyacinthe, on a des foyers de groupe, mais on a aussi toutes des familles les jeunes sont dans leur milieu familial puis qui ont besoin de soutien parce que ça peut être une situation financière précaire. Donc, on trouvait ça important au lieu de juste demander de l'argent comme ça, mais on va en profiter pour faire voir la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Ça permet d'en parler, puis comme même quand
dans des situations comme ça qu'on se donne le droit de discuter de ça pour comprendre tout l'arrière-scène aussi, parce que j'ai l'impression que les gens peuvent être touchés par ce type de sujet-là, mais ne le comprennent pas tout le temps, l'importance du pourquoi, puis comme Isabelle, t'en as parlé tellement bien, puis Annie et tout, fait que en soi, si exemple, je reprends un petit peu, si on a parlé des salles d'apaisement, je vais revenir à quelques sujets, je sais qu'on en a parlé un petit peu, mais on a parlé à quoi ressemblerait concrètement, on en a parlé un petit peu, quelle différence ça peut faire dans le quotidien des jeunes, mais j'ai l'impression même moi, en vous entendre parler, ça a une influence, même en dehors même de ces jeunes-là absolument. aussi. Puis les jeunes sont au courant. En fait, ils sont très incrédules parce que pour eux, ils comprennent pas que des gens qui ne les connaissent pas, parce que c'est vraiment ça, de dire, mais pourquoi les gens donnent? Ils ne nous connaissent pas. Et, fait qu'on leur explique en des mots très simples que c'est la cause qui les touche. C'est leur bien-être, c'est leur sécurité, leur bien-être qui touche les gens. Puis on n'a pas besoin d'être nominatif avec des noms d'enfants. Les gens sont capables d'imaginer là, le vécu de chacun de ces enfants-là, mais surtout le grand besoin qu'il y a en arrière de ça. On a fait une petite vidéo pour le 5 à 7, justement. Puis je pense à un petit Coco qui, lui, quand on lui demande ce qu'il veut, comment il voit sa salle d'apaisement de rêve, il veut avoir des Spider-Man. Fait que il y a un donateur dans la soirée qui me dit, là, combien t'en veux de Spider-Man? Là? Je veux dire, si c'est juste ça qu'il veut, je vais t'en donner des Spider-Man. Tu comprends? Fait que les enfants nous l'ont imagé. Les petites filles voulaient des rideaux roses, des choses de princesse. Il faut partir de ça, de leur désir, de leur goût et tout ça, qui, même derrière ça, il va avoir vraiment des instruments, des outils, des objets très, très... très clinique, tu sais, les enfants ne comprennent pas nécessairement. C'est ça, l'objectif derrière ça. Nous, on va les utiliser avec eux sous la forme de jeux et tout ça. Mais pour les enfants, c'est vraiment... ils l'attendent, là. Ils attendent ça avec beaucoup d'impatience. Ils ont hâte. On a un comité des jeunes aussi sur le campus. Donc, chaque unité a un représentant. Donc, une fois par mois, ils se regroupent ensemble avec une éducatrice qui anime ce comité des jeunes-là. C'est l'endroit où les jeunes expriment leurs besoins, leurs demandes, mais aussi qu'ils nous mettent en lumière ce qui ne va pas. Hein, ce qui ne fonctionne pas bien dans le campus, puis que ce soit de la nourriture, la qualité de l'hébergement et tout ça. Et ça, là, ça ressort. Par le comité des jeunes, ils ont vraiment très hâte là, de voir les premiers ouvriers là, rentrer là, vraiment, puis de se mettre à l'œuvre dans les travaux. Je pense que c'est là l'aspect concret va vraiment se mettre en place, puis que ça va, c'est ça, ça va leur... Je pense qu'ils vont être très contents de ça, là. Oui, puis si je ne me trompe pas, le campus de Saint-Hyacinthe, c'est les seuls actuellement qui n'ont pas de salle d'apaisement. Là, nous, on gère 4 grands campus, donc Valleyfield, Longueuil, Chambly et Saint-Hyacinthe. Puis présentement, c'est ça, c'est le seul campus qui n'a pas ces salles-là. Donc, ça revêt une importance encore plus grande. Oui. Là, on a parlé de quelques exemples comme généraux. Y a-t-il personnellement une situation, une intervention qui a eu un impact qui est notable? Peut-être que ça mérite d'être parlé. Il y en a plein d'impacts. En fait, des enfants qui font des crises, ils peuvent avoir des comportements qui vont les mener très loin. Quand je dis très loin, c'est très loin. Okay. De s'infliger des blessures de façon volontaire qui sont très graves. Ça peut être... écoutez, il y a plein de situations là, que vous pouvez vous imaginer. Donc, un enfant en crise, à un moment donné, c'est vraiment... Il n'y a plus de common sense là, dans ce qui se passe là, complètement. Donc, l'enfant peut aller très loin dans ses comportements. On peut broyer beaucoup de noir là, quand on voit pas le bout. Absolument. Nos propres enfants, quand ils rentrent en crise, des fois, ça peut être intense, mais là, tu sais, justement, un jeune avec tout le bagage qu'il a eu, puis le fait qu'il, comme tu disais, qu'il vive à 13 tout le temps, c'est sûr que des fois, la soupape doit... Absolument. Et quand un enfant se place dans des situations de danger pour lui, on n'a pas d'autre choix que de l'arrêter. Hein, de l'arrêter physiquement. Là. Je veux dire, il faut empêcher que l'enfant se fasse mal. Donc, on a des intervenants spécialisés en prévention et sécurité, donc des ISPS qui sont des agents d'intervention. Ils sont formés pour tenter d'aider le jeune à désescalader dans ses comportements, de l'amener à s'apaiser sans avoir recours au comportement, pas au comportement, mais aux contentions physiques. Mais quand il faut, quand il faut protéger un enfant.
Fait qu'imaginez-vous un enfant qui a été abusé physiquement, sexuellement, et que là, tu as 2 personnes, 3 personnes qui t'arrêtent physiquement, qui te contiennent. On vient de raviver encore une fois des traumatismes et tout ça. Fait quand vous dites est-ce que ça a de l'impact, je veux vous dire que dans tous les autres campus qui ont des salles d'apaisement, on a vu les statistiques du recours aux mesures de contrôle chuter de façon exponentielle. Donc, parce qu'on réussit à intervenir davantage en amont, puis pouvoir utiliser ces espaces-là, ça a un effet direct sur le nombre d'interventions physiques qu'on a, parce que le jeune, on réussit probablement à l'accrocher plus rapidement, à dire, bien, voici ce qu'on t'offre aussi de différent, puis d'intervenir plus rapidement aussi en amont. Donc, je vous dirais que dans des situations spécifiques, là, c'est ce qui me vient en tête, là, c'est vraiment en ayant recours à ces salles d'apaisement-là, on diminue de façon considérable les mesures de contrôle et par le fait même de toucher aux jeunes, de raviver tous ces traumatismes-là. Ça devient plus juste un luxe, je pense que ça devient quelque chose d'essentiel, justement. Absolument. Absolument. Il faut que les gens puissent le voir comme ça. Exactement. Oui, exact. Toi, Annie, as-tu quelque chose particulièrement, une petite histoire que tu aimerais nous raconter? Je fais du coq à l'âne peut-être, mais tu sais, quand tantôt on parlait de qu'est-ce qui serait important de cette campagne-là qui ressorte aussi, tu sais, malheureusement, quand on entend le terme DPJ dans les médias, souvent ce qu'on entend, ça va être tout ce qui est négatif. On n'entendra jamais les belles réussites, les salles qui sont créées ailleurs, le travail exceptionnel des intervenants. Puis moi, je suis amenée à me promener de campus en campus, je suis amenée à côtoyer des gens comme Isabelle. Puis ce que je trouve triste, c'est que pour un intervenant qui, sur combien, 1000 intervenants, qui fait une niaiserie, bien, t'en as 999 autres qui vont se donner corps et âme pour le bien de ces jeunes-là. Puis jamais, ça, on va en parler. Donc ça, moi, je trouve ça triste parce que j'en côtoie des Isabelle. Bon, Isabelle, t'es-tu émotive? Oui. On côtoie des Isabelle, on a des, là, je vais nommer des noms, mais tu sais, il y en a tellement, des Nicolas qui, tu sais, c'est des intervenants que quand leur chiffre finit, eux, c'est pas terminé. Si il y a une sortie à faire qui est on a un donateur qui offre, par exemple, une loge aux Canadiens. Bien, ce Nicolas-là ou cette Geneviève-là ou cette Marie-Ève Collins, ils vont y aller en dehors de leurs heures de travail juste pour s'assurer que ce jeune-là vive des expériences de vie comme nos propres jeunes. Puis, tu sais, malgré que souvent, on va envoyer des communiqués de bonnes nouvelles dans les médias, mais c'est sûr que c'est un petit peu moins vendeur que quand on a le scandale à côté. Mais moi, pour côtoyer, tu sais, on est présentement dans une campagne de Biscuits Sourire à Saint-Hyacinthe et nos 2 campus qui sont bénéficiaires, donc le campus de Saint-Hyacinthe et le campus de Chambly, présentement, on a des intervenants qui, à 7 heures, sont dans les restaurants pour aller chercher les commandes. On a des intervenants avec des jeunes qui font la décoration de biscuits. Combien de biscuits qu'on a à décorer? 4000, 5000 cette semaine à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, avec un petit groupe, là. Ah oui, absolument. Quand tu réalises ce que chaque personne doit faire, t'es comme, OK, on a de la job. Oui, puis tu sais, ça, c'est en plus de tout ce qu'ils font dans leur quotidien. Fait que, tu sais, je trouve que, puis tu sais, tous les besoins qu'on parle, les campagnes cette campagne-là qui va créer des salles d'apaisement, mais à la base, c'est pensé et c'est travaillé par ces gens-là de métier qui ont le cœur sur la main. Donc, je trouvais ça important de le dire parce merci, que c'est... Annie, effectivement. Puis, on parle d'éducateurs depuis tantôt, mais c'est vraiment des équipes multidisciplinaires. On a des psychoéducateurs, on a des éducateurs spécialisés, on a nos agents d'intervention, comme je vous disais, les ISPS qui travaillent aussi. Ils sont des grands acteurs, il ne faut pas leur coller une étiquette, justement, d'intervenir seulement quand il y a une crise. Au contraire, ils sont des acteurs vraiment importants. Ils observent beaucoup. Ils ont cette capacité-là d'observer, d'écouter, d'observer. C'est eux aussi qui vont contribuer dans les discussions cliniques aussi avec les éducateurs, dire « Avez-vous remarqué dans telle situation, le jeune réagit de telle façon? Moi, j'ai essayé ça, ça a fonctionné. » Donc, il y a cette espèce d'échange-là d'informations qui est hyper importante. Donc, c'est un travail multidisciplinaire, ergothérapeute, les ergos qui vont nous aider à travailler le sensoriel avec les enfants. Donc, comment on peut, par le toucher thérapeutique, donc le toucher, justement, les stimuli là, qu'il y a dans les unités, comment aider justement à diminuer ça. Dans la création de nos salles d'apaisement, l'ergo travaille avec nous aussi, justement, pour reproduire vraiment des milieux apaisants pour diminuer tous ces stimuli-là ou ces irritants-là pour les jeunes. Donc, c'est vraiment un travail de prévention,
puis vraiment multidisciplinaire avec des équipes. Donc, on parle des éducateurs, on parle des gestionnaires. Je veux dire, les gestionnaires de ces équipes-là, mes chefs, moi, je suis la coordonnatrice, là, j'ai 8 chefs de service qui sont là, qui font la gestion dans le vécu partagé. Le bureau des gestionnaires est entre la cuisine puis le salon, là. Donc, il y a de l'action. C'est pas des fonctionnaires, là. Non. Ils entendent, ils voient, ils entendent, ils interviennent. Ils doivent autoriser certains niveaux de mesures, etc. Okay. Donc, ils sont vraiment c'est vraiment des équipes dans le vécu partagé. Ça, c'est un autre terme hyper important. On connaît la grandeur de chacun des vêtements des enfants, leurs allergies alimentaires, leurs repas préférés. On vit avec ces enfants-là 24 heures sur 24. Nous autres, on ne ferme pas, là. C'est du 24/7, 365 jours par année. On se prépare pour notre temps des fêtes, là. Le temps des fêtes, c'est une période difficile pour des enfants. Il y en a qui sortent, il y en a qui restent avec nous. Comment on va rendre ce moment-là plus apaisant. Comment vous intervenez dans ces situations-là? Parce qu'effectivement, pour un enfant, des fois, dans une période comme le temps des fêtes, ça arrive, ça bouleverse beaucoup de choses. Comment vous interagissez là-dedans? Bien, la Fondation nous aide beaucoup à adoucir ce petit moment-là difficile. Bien, ça, on approche beaucoup, nous, de donateurs qu'on sait, par exemple, qui aiment offrir des sorties. Ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté même dans notre formulaire pour... nous, on a une activité qui s'appelle les paniers de Noël de Suzy, donc qui aide les familles qui sont en situation financière précaire et qui ont besoin d'un panier d'épicerie. Les jeunes ont besoin d'un cadeau, mais tout ce qui est réadaptation, justement, les jeunes dans les campus, on le sait qu'il y en a que le cœur doivent leur arracher quand que leur ami s'en va pendant le temps des fêtes dans leur milieu familial parce qu'eux, ils ont encore un contact pour X raisons, mais eux, on en a qui sont en situation d'abandon, donc ils ne retourneront jamais dans leur milieu familial. Donc eux, pendant le temps des fêtes, pendant que leur ami quitte, eux, ils restent là. Donc là, nous, la Fondation, on peut approcher des grands donateurs en leur disant, on a une unité de 10 jeunes, est-ce que c'est possible de leur payer une sortie au ski, des chalets? Donc, on approche nos grands donateurs en leur disant, on aimerait ça faire sortir ces jeunes-là pour adoucir un petit peu le temps des fêtes. On sait qu'on ne remplacera jamais la chaleur d'un milieu familial, mais au moins, si on est capable de les faire sortir. Il y a une année qu'on avait envoyé, je ne sais pas combien de jeunes, je pense que c'était 300 jeunes à Illumi quand ça existait encore parce que le donateur nous avait permis ça. Mais tu sais, ça permet... On avait vu des photos de petits... parce qu'à la Fondation, on a 3 maisons aussi qui hébergent des petits. Donc, de 2 à 10 ans, 11 ans. À peu près. Donc, tu sais, ça, voir les photos des petits de 3 ans à Illumi le 25 décembre, parce que c'était ouvert le 25 décembre, c'est beau, mais en même temps, moi, je suis une maman de 3 jeunes enfants. Ça m'avait arraché le cœur. Je me disais, oui, une chance qu'on est là pour leur permettre ça, mais on devrait pas avoir à faire ça. C'est ça. C'est pas censé être. D'un autre côté, j'aimerais l'autre côté, le temps des fêtes aussi peut être un moment pour ces jeunes-là d'avoir des petits moments privilégiés avec l'adulte. Oui. Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui vont quitter dans leur famille, effectivement. Puis c'est sur des courtes périodes. Ils ne partent pas 2 semaines, là, c'est sur des courtes périodes. Mais les moments où ceux qui n'ont vraiment pas de sortie, qui ne vont pas à la maison, c'est leur moment où on n'est pas 13. On est 3-4. Oui, on est 5. Juste de couper de moitié, ça amène une toute autre ambiance. Il y a 3 éducateurs présents ou 2 éducateurs pour 6 jeunes. Je n'ai un pour 2. J'ai un moment privilégié de casse-tête. J'ai un moment privilégié de dessin. J'ai un moment privilégié de soins de beauté. Je nomme des exemples d'activités, tout ça. C'est un moment où certains jeunes, ils trouvent leur compte, là, vraiment, de dire, ça n'enlève pas la souffrance de pas sortir à la maison, tout ça, mais il y a aussi le côté en réadaptation où cette période-là permet à ces jeunes-là de retrouver une certaine forme d'intimité ou de relation privilégiée avec les adultes là, qui nous nomment, là, que ça leur fait du bien aussi par moment. C'est rare que ça arrive à d'autres périodes dans l'année. Ça doit faciliter leur ouverture aussi à ce moment-là parce qu'ils se sentent encore une fois dans un environnement de confiance. Puis ils sont comme, je peux parler plus, puis ça permet d'en connaître encore plus. Exact. Oui. Justement, par rapport à ça, en tant que tel, est-ce qu'il y a des
inspirations qui vous ont principalement inspiré autant pour la campagne ou peu importe, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet que les gens ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe en arrière de la scène. Pour faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, Annie, les gros titres, souvent, on va voir du négatif ou peu importe, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu les porte-voix de ça pour qu'on comprenne réellement ce qui se passe. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'avoir une discussion comme ça aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes inspiré de quoi pour tout ça? C'est difficile à répondre. Moi, je dirais que la première chose, c'est qu'on a lancé une campagne pour un autre projet dans le secteur de Valleyfield. Puis, on le sait que c'était une communauté tissée très serrée. Puis, on a vu une belle ouverture et une belle mobilisation. Donc, avec Caroline et Steve, on a commencé à parler d'un 5 à 7, d'un lancement de campagne, puis que j'ai vu que c'était possible de percer, entre guillemets, un territoire, que c'est peut-être un petit peu plus difficile. J'ai quelqu'un de Saint-Hyacinthe qui a dit « C'est difficile de rentrer dans Saint-Hyacinthe, mais un coup, t'es là. » Tu vas y rester pour longtemps, tu sais. Donc, c'est ce que je sens présentement, puis c'est ce que je trouve inspirant aussi, c'est de voir, là, j'ai un blanc sur les noms, la nervosité, une Sophie Joubert, qui est une designer ici à Saint-Hyacinthe, et Sébastien, avec qui elle travaille, qui est en construction. Tu sais, eux, tout de suite, ils ont levé la main pour tout faire pro bono. Donc, tout ce qui va se réaliser au niveau de la construction, des idées, on les rencontre en décembre pour établir justement le plan de quand la construction va commencer. Elle a déjà ses plans avec les salles. Ça fait plusieurs fois qu'ils vont dans le campus pour parler, justement, voir avec les ergos, c'est quoi les couleurs, c'est quoi le matériel qu'on a de besoin. Donc, moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est de voir l'ouverture des gens, mais surtout la mobilisation. Quand on a quitté le 5 à 7 en septembre dernier, je crois que moi puis Isabelle, on était sur un nuage pendant à peu près une semaine, parce que même plus que ça, parce que c'était tellement incroyable de voir les gens lever la main. T'sais, on a ramassé au-dessus de 30 000 cette soirée-là en 2 heures de temps. Donc, des gens d'affaires d'ici qui ont dit, nous, ce projet-là, on y croit, on le veut. Assez que, on avait le projet des salles d'apaisement, mais on avait le projet un petit peu fou aussi de faire une phase 2 qui est la chambre, le voilier, qui est un foyer de groupe qu'Isabelle a parlé tantôt. Donc, c'est des jeunes de quel âge, Isabelle? 10 à 13 ans. 10 à 13 ans. Donc, tu sais, que quand un jeune quitte sa chambre, qu'on puisse rénover la chambre pour le prochain jeune. Parce que souvent, comme Isabelle a disait, des fois, il y a du matériel qui est un petit peu brisé par le jeune parce qu'il se défoule dans sa chambre. Donc, on voulait que quand ce jeune-là quitte, le prochain jeune qui arrive, c'est déjà dur d'arriver dans un milieu comme ça, mais qu'on fasse en sorte que sa chambre soit personnalisée à ses goûts. Donc là, on s'était dit, s'il nous reste des sous, on va commencer ce projet-là. Puis si ça va vraiment bien, mais la phase 3, ça va être de refaire la cour extérieure du campus de Saint-Hyacinthe. Puis là, on voit qu'il y a tellement une belle réponse que la phase 2, elle va être faite probablement en 2026. Puis la phase 3 va probablement commencer également en 2026. Donc, tu sais, on a déjà des gens qui ont dit, quand vous allez être prête à la phase 3 pour la cour, vous nous appelez, nous, on embarque là-dedans. Donc, moi, c'est ce que je trouve inspirant présentement, c'est de voir à quel point c'est beau, la mobilisation des gens d'ici. Est-ce que ça vous a surprise de voir autant les gens se mobiliser, sans nécessairement nommer le nom? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez pensé qu'ils n'allaient pas embarquer en tant que tels? Ou? Mais pour moi, je connaissais tellement peu. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le cadre des paniers de Noël de Suzy, qu'on a des familles qui sont soutenues ici, je m'étais souvent butée à des noms parce que j'étais pas une fondation de l'endroit. Donc là, de démontrer qu'on est une fondation de l'endroit, qu'on aide des jeunes d'ici, qu'on aide des familles d'ici, je pense que ça a permis d'ouvrir des portes. Fait que là, oui, tu sais, c'est des gens qui avaient dit non à d'autres choses, mais qui étaient peut-être moins ouverts, mais là, ils ont ouvert la porte, puis là, ils veulent aider, puis ils comprennent l'impact aussi de ce projet-là. Absolument. Surprise, oui. Oui, tout à fait. C'est toujours l'ambivalence entre nommer les choses telles qu'elles sont, bien représenter les besoins de ces enfants-là pour bien exprimer le message, bien exprimer aussi, en fait, d'aller au-delà de l'image que de la protection de la jeunesse, tu l'as nommé tantôt, la DPJ, mais aussi l'image qu'on est un organisme public. Donc, c'est vraiment avoir recours aux donateurs privés là, pour nous soutenir là-dedans. C'est toujours il y a toujours un petit côté... enseignement qu'il faut qu'on fasse un peu. D'enseignement, puis de dire, on fait quand même appel à la générosité des gens, on fait appel à leur cœur, à leur volonté. Je doute pas du tout que ces gens-là ne souhaitaient pas, mais je pense qu'il y avait un bout d'explication à donner, de présentation à faire sur nos services, ces jeunes-là, nos services, et puis de démontrer aussi à quel point ces sous-là vont être vraiment utilisés
dans ce contexte-là, d'améliorer les milieux de vie. On parle de la cour extérieure qui a grandement besoin d'amour, là. Je veux dire, cette cour-là, le bâtiment date des années 70, donc il y a eu des réparations faites au fil des années, mais il n'y a jamais eu d'investissement majeur. Je veux dire, les garçons de l'unité Lefort rêvent là, d'avoir leur surface multisport où ils vont pouvoir jouer au deck, mais en même temps pouvoir jouer au basket puis au pickleball, parce que là, ils prennent leur raquette puis ils vont jouer sur les terrains de la ville. C'est correct aussi, mais ils ont hâte là, de pouvoir bénéficier de ça. Le terrain de balle qui est tellement caboté, comment on dit ça, là, avec des bosses, des trous. Je veux dire, j'en ai tout le temps un qui se foule une cheville. Fait que tout ça, juste ce besoin d'amour-là dans la cour, pour eux, ça va être une deuxième phase. Là. Ils savent qu'on se concentre sur les salles d'apaisement, mais pour eux, ça fait partie d'un méga projet qui est hyper intéressant. Mais oui, que la communauté se soit mobilisée, c'est vraiment très touchant. J'aimerais qu'on fasse un petit recap pour parler des phases. Fait que première des étapes, si je comprends bien, c'est les salles d'apaisement pour commencer. Oui. Ensuite de ça, on parlait, c'est toute rénovation, peu importe. Rénovation, réaménagement des chambres. C'est ça. Dans le fond, avoir un fonds là, qui va nous permettre, quand il y a un départ d'un enfant, si c'est de repeindre, faire du plâtre, racheter un mobilier quelconque là, qui a été brisé, etc., bien, ces fonds-là vont servir à ça. Puis la troisième phase qui est vraiment d'investir la cour, parce qu'on a aussi l'enjeu on partage une grande cour entre différents groupes d'âge. Alors, mes tout-petits de 6 ans n'ont pas les mêmes besoins que les plus grands et les plus grandes. Donc, ça va être de faire une cour extérieure qui va pouvoir être adaptée aussi à chacun des groupes d'âge, là. Si on parle un petit peu, on va continuer de parler pour la campagne Bâtir l'espoir. En tant que telle, la communauté, comment est-ce qu'elle peut contribuer autant à ça? Ou, exemple, en tant que tel, est-ce que les gens, autant dans le milieu, comme que je comprends, est-ce que vous croyez que les gens, pour qu'ils puissent se mobiliser, c'est qu'ils ont besoin d'avoir accès encore plus à de l'information de ce qui se passe réellement pour pouvoir être conscient aussi de contribuer. Tu sais. Bien, dans le fond, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'on a créé une page, nous, sur le site web de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Donc, dans l'onglet Aide aux enfants, vous avez dans le milieu de la page Bâtir l'espoir. Donc, ça donne de l'information. C'est sûr que la Fondation aussi, par le biais de ses réseaux sociaux, va donner de l'information. Aussi, c'est sûr que tous ceux qui ont levé la main, tu sais, nous, à la Fondation, c'est une grande force qu'on a, c'est la transparence et ce qu'on appelle les bilans personnalisés ou des bilans annuels. Donc, tu sais, les partenaires qui ont déjà levé la main, ils savent que quand le projet va commencer, moi, ça me fait plaisir, puis c'est mon devoir, puis j'aime ça de donner un petit... regardez où est-ce qu'on est rendu. La première couche de peinture, elle vient d'être faite. Fait que, tu sais, pour qu'ils sentent que toutes les sommes qui sont amassées sont vraiment dépensées pour ce projet-là. Puis comment que ça avance dans le temps. Pas juste, tu sais, on ramasse l'argent en septembre, puis là, on est rendu 1 an plus tard, puis il n'y a rien de fait. Nous, on veut que ça ait lieu. Puis c'est important, justement, de faire comme une reddition de compte. Exactement. Tu sais, là, on le sait que ça devrait être tu sais, c'est sûr que le fait qu'on aille des gens en pro bono, il faut qu'on aille avec leur calendrier de construction quand ils ont du temps libre. Donc, ça devrait être à partir de février que les travaux commencent. Mais, tu sais, c'est ça. C'est de tenir au courant nos partenaires. Puis, les gens, la façon qu'ils peuvent aider, bien, tu sais, si vous êtes dans un milieu d'affaires qui... je vais m'adresser à la caméra. Donc, si vous êtes dans un milieu d'affaires qui est au niveau de décoration, matériel proprioceptif, tout ce que vous pensez qui pourrait cadrer dans une salle d'apaisement, bien, tu sais, appelez la Fondation, ils vont vous transférer à moi. On va regarder ensemble de quelle façon vous pouvez contribuer. C'est sûr que tous les dons monétaires également, c'est très apprécié parce que justement, ça va nous permettre de payer tout ce qui n'est pas pris pro bono par la communauté d'affaires et d'en mettre dans notre pot. Puis c'est ça, les gens, ils savent. Si on termine les salles d'apaisement puis il nous reste un montant, mais ce montant-là va être pour la phase 2 et pour la phase 3. Donc, les dons en argent, c'est super apprécié. Mais aussi, une façon qui est gratuite de nous aider, c'est de suivre nos réseaux sociaux puis de partager quand que vous voyez qu'on parle de la campagne puis que vous êtes à Saint-Hyacinthe, mais de partager le tout sur vos propres réseaux sociaux. Bien, nous, ça nous fait de la publicité. Puis des fois, il y a une personne qui peut dire « Hey, moi, je viens de voir ton post que tu viens de mettre, puis moi, j'ai de la peinture à donner ou j'ai des toutous, j'ai une compagnie de jouets, puis je suis prête à vous donner. » Mais tu sais, ça, on ne sait pas ce que ça peut faire dans le temps de partager comme ça. La personne ne le sait pas, des fois, c'est ça, il y a de l'inventaire, puis il est comme « Hey, ça peut tellement vous servir. » Oui. Exactement. Puis ça, tout au long de l'année. Là, des fois, il y a des compagnies de jouets qui ferment puis qui ne savent pas quoi faire. Ou on a vu des nouvelles, des fois, qui jetaient il y a des grandes compagnies qui jettent des jouets. Puis on se dit, non, nous, là, on va trouver preneur à 4 campus. Donc,
c'est ça, pas juste dans le cadre de la campagne. Non, plutôt, exactement. En général, il y a toujours. Puis tu sais, même que d'avoir justement, comme tu disais, un pote pour que si un jeune quitte, il a besoin de quelque chose, on a toujours besoin de quelque chose, dans le fond. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager, que vous voulez peut-être rajouter comme information qu'on n'a pas parlé ou... Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En fait, moi, à retenir, c'est que ce sont des enfants qui ont de grands besoins quand ils arrivent en réadaptation. Donc, sur nos campus jeunesse, c'est des enfants qu'on doit réapprivoiser. Donc, au niveau du lien de confiance, de baisser leur niveau d'alarme. Hein? C'est des enfants qui sont en alerte constamment, un bruit, une odeur, une parole, le son d'une voix qui peut déclencher chez eux des réactions qui, vues de l'extérieur, on dit, mais voyons donc, comment ça, cet enfant-là réagit de cette façon-là? Il n'y a pas toujours de sens ou de réponse immédiate. Ça va être au fil des semaines, des mois, au fil de notre compréhension et de des informations qu'on va découvrir dans le vécu de cet enfant-là, qu'on va être capable d'y rattacher quelque chose, un sens. Donc, pour nous, la création des salles d'apaisement, personnaliser une chambre, refaire la cour, donc de rendre ces milieux de vie-là, passer de l'institutionnel, si on veut, à vraiment personnaliser ces milieux de vie-là, les rendre plus chaleureux, les rendre plus apaisants, ça fait toute la différence dans la vie de ces enfants-là. Et que là, des adultes prennent la parole pour eux, parce qu'effectivement, on ne les mettra jamais devant les caméras pour venir parler puis de dire mais il faut nous croire, nous, là, mais comme porte-parole de ces enfants-là, mais c'est ça le message qu'on doit porter, nous, pour eux, de dire, bien, chaque petit geste, chaque petite contribution, ça fait toute la différence. Puis je vous le dis, les enfants ne vous connaissent pas par votre nom, personnellement et tout ça, mais sont extrêmement touchés par le comité des jeunes. On a répandu la bonne nouvelle du 5 à 7, puis combien il y avait de personnes, puis comment les gens ont répondu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup... mais pour eux, là, je l'ai dit tantôt, ils ne comprennent pas, là, ils comprennent pas qu'ils puissent susciter cet intérêt-là et qu'on les trouve si importants, dans le fond, pour investir de cette façon-là. Il y a des jeunes qui sont là présentement qui ne verront pas l'aboutissement de ces travaux-là, parce que, bonne nouvelle, ils vont nous quitter, ils vont aller à la maison ou ils vont aller vers un autre milieu plus souple, donc une famille d'accueil, peut-être dans un foyer, tout ça, peut-être qu'ils ne verront pas le résultat, mais ils ne pensent pas à ça. Eux, ils pensent au fait que là, il y a cet engouement-là, présentement, sur le campus, ça se parle, les gens ont hâte de voir là, ce que ça va donner. Fait qu'eux aussi, là, tout le monde se sent interpellé par la situation. Qu'est-ce que tu disais, Isabelle? Ça me fait penser, quand on a fait le lancement à Valleyfield, on avait des jeunes qui faisaient la visite du campus de Valleyfield, puis il y avait une jeune fille qui a dit... le pire, c'est qu'elle dit, moi, je quitte la semaine prochaine le campus. Fait qu'elle dit, tu sais, ça me fait plaisir de le faire. Elle dit, ça me touche, la mobilisation. Mais elle dit, je sais que j'ai passé, là, je me rappelle plus combien de temps qu'elle avait été dans le campus. Puis elle dit, moi, ce projet-là, ça l'aurait changé mon quotidien. Fait que je suis contente de penser que les futurs jeunes vont avoir accès à ce projet-là grâce à la mobilisation du monde. Donc, je trouve que c'est important. C'est important. Absolument. Isabelle, Annie, pour vrai, honnêtement, même moi, ça m'a permis d'en apprendre encore plus sur le sujet. S'il y a d'autres choses que vous voulez dire, ben, tu sais, c'est le moment aussi en tant que tel. Au niveau des messages, je pense qu'il y a une belle mobilisation qui peut se faire. Mais la parole est à vous. S'il y a un dernier petit mot, encore une fois, à parler, mais sinon... Ben, moi, ça serait juste de remercier vraiment toute la communauté d'affaires qui s'est mobilisée jusqu'à date. De te remercier aussi, Michael, parce que tu nous offres cette tribune-là pour faire encore plus entendre ce message-là, comment que c'est important. Comme Isabelle, tu disais, on ne peut pas amener des jeunes, malheureusement, pour venir parler aux gens. On ne peut pas mettre des jeunes face à la caméra parce que ces jeunes-là sont sous le sceau de la confidentialité. Donc, des fois, c'est difficile aussi
versus d'autres fondations, de sentir peut-être l'impact, parce que souvent, nos visages, les jeunes vont être floutés ou ils vont être... fait que, tu sais, peut-être que les gens s'attachent un peu moins à la cause parce qu'ils peuvent pas voir le jeune, mais sachez que, puis ça, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps à la Fondation, un petit geste, vous n'avez pas idée de l'impact que ça peut faire. Vous pouvez changer une trajectoire de vie. Ça, on l'a vu à la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, des jeunes qui étaient suivis, qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont au bac, c'est des gens qui sont au doctorat, qui ont des métiers. On a des jeunes comme Claudie Filiatro qui était dans un projet de la Fondation il y a quelques années, en 2015, qu'aujourd'hui, elle travaille à la Fondation, elle est porte-parole d'un projet. Donc, tu sais, on n'a pas idée à quel point que d'aider ces jeunes-là aujourd'hui peut avoir un impact pour plus tard. Ça peut permettre de créer cette petite étincelle-là qui peut changer complètement une vie à ce moment-là. Là. Exactement. Puis en tant que tel, tu sais, comme tu dis, il faut pouvoir avoir des tribunes, avoir quelque chose pour en parler parce que, ben, on va se le dire, la puissance, autant que ce soit sur les médias sociaux, sur Internet, on entend plein de choses. Oui. C'est pas tout le temps des choses positives. Non. Fait que si on peut essayer de faire un changement avec justement de l'information pertinente pour toucher les gens puis qu'ils comprennent vraiment l'impact que leur contribution peut faire, tous les liens aussi vont être dans la description, là, c'est pour contribuer à la campagne directement. Donc, ben, merci beaucoup de votre visite. Et merci à toi. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci.